question pour Guillaume Bécard, le dernier intervenant. Est-ce qu'on a un suivi de l'impact, d'une façon générale, de ce qui est relargué, soit en termes d'organismes, je pense au trichogramme par exemple, ou en termes de molécules comme les facteurs NOD, sur la modification de la flore et de la faune de l'environnement? Alors, ça marche. Tu parlais du trichogramme, là. Dans le cas des insectes auxiliaires, enfin là, moi, j'ai pas de recul, mais je suis sûr que beaucoup de gens mieux documentés que moi pourraient répondre. Il y a un groupe, d'ailleurs, qui étudie EMBA, je crois, ça s'appelle, à l'échelle nationale, qui s'est organisé. Je me demande si l'INRA n'est pas aussi à l'origine de ce travail par des écologues pour étudier les stratégies biocontrôle sous l'angle de l'écologie, pas simplement de l'agro, mais aussi de l'écologie, donc voir comment ça peut modifier des relations, des équilibres sur site. Le recul sur l'utilisation par exemple des facteurs NOD, facteurs MIC au champ, il est maintenant de plusieurs années. Il est assez clair, c'est des molécules qui vont agir sur une fenêtre de temps très très courte. On les apporte par, non pas enrobage de graines, mais par traitement de semences. Il suffit que quelques molécules arrivent à se coller un peu sur la surface de la graine. Et ces molécules-là, on est bien placé pour le savoir quand on a voulu les capturer, les étudier, les caractériser, sont très très vite dégradées. Donc leur temps de mi-vie, on va dire, sur site va être très très court. Donc il faut que ce soit des molécules qui agissent très rapidement et je ne pense pas que ça laisse aucun résidu dommageable pour l'environnement. C'est une question importante parce que, effectivement, en biocontrôle, on pense toujours à un contrôle, une action directe, ciblée. Effectivement, il peut y avoir ensuite des effets secondaires ou pervers, inconnus à ce jour. Comme Michel Eddy le rappelait tout à l'heure, il y a 40 ans, le DDD était le progrès, et ce qui est le progrès aujourd'hui pourrait être, si on n'y prend pas garde, effectivement, générateur d'effets secondaires sur lesquels il faut effectivement avoir gardé mesure et le sens de l'observation et de l'anticipation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Levez bien le doigt. Oui, là-haut. Alors là-haut, je ne sais pas, il faut grimper et apporter le micro. Et puis vous pouvez descendre un peu, comme ça, voilà, ça sera solidaire. Bonjour, c'est une question que je pose aussi au dernier exposé sur la perspective de ces réales fixatrices d'azote et que j'aurais aussi souhaité, ou que j'ai posé aussi à l'exposé ce matin de Michel Eddy sur l'intensification écologique. Alors, ma question, c'est finalement cheminer vers des céréales fixatrices d'azote et toutes les plantes fixatrices d'azote. Dans le fond, est-ce que ça s'inscrit dans un esprit d'intensification écologique ou y a-t-il des risques? Et je pense que ça renvoie à une autre question fondamentale, c'est finalement pourquoi dans les écosystèmes naturels, la fixation d'azote a-t-elle été confinée dans une seule famille, quasiment une seule famille botanique, qui est la famille des légumineuses, mis à part quelques espèces dans d'autres familles, mais globalement, une grande famille, il y a 25 000 espèces, mais uniquement la famille des légumineuses. Est-ce que vous avez une réponse à ces deux questions? Pourquoi la nature n'a pas fini le job? Et si le travail, et si la recherche agronomique sur transférer les gènes de la symbiose s'inscrit dans une perspective d'intensification écologique? Oui, je crois. Il ne s'agit pas de faire de l'écologie, il s'agit de nourrir la planète. Bon, mais ceci dit, votre question est très très pertinente. La fixation de l'azote, c'est une réaction extrêmement coûteuse en énergie. On le sait à Toulouse particulièrement bien parce que quand, je ne sais plus, c'est une centaine de tonnes de nitrate d'ammonium ont décidé de faire la réaction inverse en moins d'une seconde, c'est-à-dire à redevenir de l'azote atmosphérique. Vous connaissez la suite, 33 morts, le sud de Toulouse dévasté, etc. C'est-à-dire que, et là, qu'est-ce qui se passait? Il se passait le premier principe de la thermodynamique, c'est-à-dire une restitution de l'énergie qu'AZF avait dû dépenser pour faire
la formation, la fabrication de l'azote nitrate d'ammonium à partir d'azote de lait. Donc c'est dire à quel point c'est une réaction que les bactéries font naturellement, mais une réaction très coûteuse en énergie. Donc ça a un coût carbone photosynthétique pour la plante, et c'est certainement peut-être une des première réponse qui me vient à l'esprit. Pourquoi n'y a-t-il eu que les légumineuses? Alors il n'y a pas eu que les légumineuses, il y a d'autres symbioses fixatrices d'azote dans la nature, mais enfin, pourquoi est-ce que ça n'a pas été généralisé? Certainement en partie à cause du coût carbone. Donc si on veut l'exporter artificiellement dans un système de culture, il ne faut pas être limitant du côté de la photosynthèse, du côté de l'apport en eau, du côté des autres éléments minéraux nécessaires au fonctionnement de la plante, parce que ça ne marcherait pas, il y aurait un coût trop grand. Ça casse un peu le rêve que vous nous aviez fait percevoir. Mais c'est exactement, je crois, l'idée d'exploiter un service écologique naturel dans une perspective, dans un d'intensification. Et il faudra quand même arriver à nourrir une population plus importante avec des surfaces moins grandes. Donc il faudra trouver des solutions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, j'avais une question pour Sophie Valade. J'ai eu connaissance de stratégies dans le domaine de l'agriculture de précision, de sociétés américaines qui demandent à des agriculteurs de collecter un très grand nombre de données et qui leur fournissent des semences parfaitement adaptées à leurs conditions d'environnement. Est-ce que ce genre d'approche se développe en France? Donc effectivement, il y a même plusieurs sociétés américaines, il y a aussi des machinistes aussi qui collectent pas mal de données agriculteurs. Alors actuellement en France, en tout cas nous, pour Arvalis, peut-être ça pourrait être complété peut-être par l'INRA, ou là où on réfléchit avec les agriculteurs, c'est justement à bien voir qui est propriétaire des données et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc ça, je pense que c'est des questions qui sont importantes. C'est-à-dire que pour le moment, on a la collecte d'informations venant de la grande masse d'informations venant d'agriculteurs. Alors on le voit dans d'autres domaines, il y a eu des essais par Google notamment pour prévoir l'arrivée de la grippe, etc. Avec plus ou moins de succès, je crois. Là, ça peut être utilisé à des fins, par exemple, de prévision de rendement agriculteurs, et ils sont plutôt pas mauvais aux États-Unis là-dessus. Nous, on n'est pas très bons à côté, et cette année le montre bien. Par contre, voilà, pour le moment, on réfléchit sur qui appartiennent les données, qu'est-ce qu'on peut en faire, quels sont les droits d'utilisation, et voilà, à quoi ça peut nous servir. Bon, dernière question pour clore cette séquence. Peut-être là, non? Pardon. Oui. Vous avez parlé de l'ambroisie, de la détection des allergènes de l'ambroisie. Il existe en France un observatoire des allergènes qui fait des analyses de pollen depuis 25 ans, si je ne m'abuse. Et dans certains pays, ces données de palynologie sont utilisées pour prédire les rendements. C'est une prédiction de rendement. Bon, la méthode a été mise au point par Pierre Court, qui était chercheur à l'Université de Montpellier, et elle n'est pas utilisée en France. Pourquoi? Peut-être par un manque de connaissances des autres travaux réalisés. Mais c'est tout à fait intéressant, en tout cas comme approche. Et effectivement, on est, je pense là, aujourd'hui, dans une diversité. On essaie de diversifier nos approches voilà, par rapport à ce qu'on a fait les 20 dernières années. Donc je retiens et puis je suis intéressée par ce que... Oui, la question est à creuser parce que ça serait assez instructif sur notre capacité. Oui, les données existent. Après, oui, il suffit d'eux, mais entre il suffit d'eux et l'efficacité et nos capacités à développer, à transférer, à le porter, à le financer, etc., il y a une distance effectivement qui serait sûrement utile d'analyser.
Bon, on va en rester là. Je vous remercie donc pour l'ensemble des présentations. Je pense qu'on peut les applaudir. Et,